Jacques Rebière qui est en visio qui est directeur du laboratoire de conservation, restauration et recherche basé à Draguignan. Conservateur-restaurateur spécialisé dans le domaine des métaux. Il organise depuis 1999 des réunions sur la prévention des sinistres en milieu patrimonial, dont notamment colloque Prévention 2000 qui avait été parrainé par l'UNESCO. Expérimenté dans le domaine des catastrophes naturelles, il contribue à l'utilisation des nouvelles technologies pour la protection du patrimoine et participe au rapprochement entre les professionnels du secours et du patrimoine dans le sud de la France. Donc ce sera notamment une présentation qui continuera les éclairages particulièrement intéressants que nous avions eus dans la précédente table ronde, notamment sur les effets psychologiques à bien prendre en compte en post-sinistre, notamment pour les équipes en place. Bonjour. En espérant bien sûr que la technique nous suive sans souci. Bonjour, bonjour. Bonjour, on vous entend bien. Oui, parfait. Oui. Bonjour à toutes et à tous. À propos du sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'expérience que nous avons vécue à Draguignan en juin 2010, notamment, prouve que la grande majorité des victimes, en dépit de leurs problèmes et parfois de leur détresse, fait tout son possible pour revenir dès qu'elles le peuvent sur leur lieu de travail, même si, mentalement, elles ne sont évidemment pas disponibles à 100%. Certaines sont fragilisées par les soucis qu'elles se font pour un proche, pour un bien, ou tout simplement par la vision de désolation particulièrement anxiogène. Ce type de contexte est propice aux suraccidents, particulièrement craints par les sauveteurs, c'est-à-dire des accidents qui en aggravent au moins un autre. Là réside l'enjeu des réflexions impulsées par notre collègue Claude-Marie Monneron, membre associé du laboratoire de conservation, restauration et recherche à Draguignan, consacré au plan de rétablissement. Elle ne pouvait être parmi nous aujourd'hui et je synthétise dans un laps de temps contraint nos échanges pour que les plans de rétablissement ne soient plus les grands oubliés des plans de sauvegarde des biens culturels. En effet, si l'œuvre d'art retient toute notre attention durant une période de crise, une inondation ou un autre sinistre, les personnes qui gravitent autour pour sa protection et mise en sûreté doivent également être prises en considération. Pour mieux insister sur ce point, je veux ici rappeler l'action du LC2R dans le domaine de la santé-sécurité au travail. Après nos colloques de 2007, 2010 et 2013 sur la thématique de la santé-sécurité au travail des conservateurs-restaurateurs, nous avons élargi ce sujet à d'autres métiers du patrimoine avec le concours de l'OCI et de la section PACA de l'Association générale des conservateurs de collection publique de France. En 2016, nous avons organisé au musée de l'artillerie de Draguignan un colloque consacré à la santé et sécurité des responsables de collection. Il est apparu que l'un des soucis professionnels majeurs des responsables de collection, que ce soit les musées, les archives ou les bibliothèques, bien entendu, c'est le stress et les risques psychosociaux liés au mouvement d'œuvre. Nos collègues particulièrement investis dans leur mission craignent que soient endommagées les collections dont ils sont à la charge, ou pire, qu'elles disparaissent à la suite d'un vol ou d'un sinistre. Une telle catastrophe s'accompagne alors d'une grande culpabilité pouvant aller parfois jusqu'au burn-out à la suite de la perte des objets et de l'histoire dont ils témoignaient. On mesure ici l'angoisse qui a pu étreindre des conservateurs, ne pouvant plus se rendre dans leur établissement à la suite de la destruction des voies d'accès, à la suite de la destruction de leur musée et de l'entrée par la rivière en crue de milliers d'objets collectés durant 30 ou 40 années, soit une vie de travail volatilité. Et là, je pense particulièrement à Saint-Martin-Vésubie. Dans un tel contexte, un sinistre peut provoquer chez certaines personnes un réveil post-traumatique insupportable, faisant ressurgir des choses enfouies par le psychisme. Il peut être, sans jeu de mots, la goutte d'eau, y compris pour des personnes blindées. Or, on sait qu'un blindage, sous l'effet répété de contraintes, toujours identique et localisé au même endroit, peut céder, éventuellement en mauvais moment. Dans le cadre des plans de rétablissement, l'histoire des œuvres en péril est donc à considérer en parallèle de l'histoire des personnes qui gravitent autour des œuvres. En réalité, le plan de rétablissement se profile dès l'élaboration du PSBC, à condition que celui-ci, comme nous le préconisons et réalisons, soit conçu non pas seulement avec les cadres, mais surtout avec toutes
les personnes interagissant dans le même lieu patrimonial, de la femme de ménage au conservateur, ensemble. L'élaboration collective du PSBC permet par exemple de vérifier l'assiduité des membres uniques et de s'interroger sur l'absence régulière ou permanente de certaines personnes. Nous savons d'expérience que certains employés ne peuvent, sans cesser, imaginer leur espace de vie de travail dans une situation initiée pour les raisons précédemment développées. Ces personnes seront évidemment parmi les plus vulnérables à des problèmes post-traumatiques et cela n'a rien à voir avec leur qualité professionnelle. Probablement, néanmoins, faudra-t-il éviter de leur confier trop de responsabilités en cas de problème. Et cela n'est pas une personne, y compris des collègues d'ordinaire en situation de responsabilité, qui craquent, voire fuient lorsque survient la crise. J'insiste, pour dire que cela n'en est pas de mauvaises personnes. Et cela signifie que dans ces contextes particuliers, ce sont des personnes à la mauvaise place. Dans la mesure du possible, cela doit être détecté lors de l'élaboration du PSBC. Probablement, le fait que l'accompagnement de son élaboration se fasse avec des personnes étrangères à l'équipe offre l'opportunité d'un regard plus distancié. La volonté de mise en place d'un plan de rétablissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSBC fait prendre en considération l'expérience vécue par les membres de l'équipe patrimoniale. Il est de la responsabilité des co-concepteurs du PSBC de révéler ces expériences acquises. En effet, de la même manière que certaines personnes seront à la mauvaise place durant un sinistre, d'autres auront connu des situations graves et en auront retiré une expérience qui en fera des personnes référentes, même si leur position dans la hiérarchie administrative n'est pas la plus élevée. Nous connaissons par exemple une personne simple, vendeuse de billets à l'entrée d'un musée qui a vécu un incendie dans une précédente structure d'emploi et qui serait à même de conseiller utilement ses collègues dans la conduite à tenir, notamment l'encadrement, à condition que cela soit admis par la hiérarchie. Il faut donc être attentif à la capacité de l'équipe et tout particulièrement de la hiérarchie à admettre bousculement des rôles. Souvent, des critères liés à l'ordre d'arrivée sur les lieux sinistrés. Quand la femme de ménage ou l'agent technique arrive en premier sur les lieux, comme le fut le cas au musée Unterlinden à Colmar, cette personne qui, pendant quelques minutes, sera l'interlocuteur des secours. Bousculement lié à l'expérience préalable, bousculement fondé sur la compétence technique. Les conservateurs, restaurateurs et les agents de maintenance ont des connaissances techniques et une moyen qui les place en meilleure position pour intervenir. Donc, la volonté de mise en place d'un plan de rétablissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSBC fait prendre en considération l'enjeu de la structuration des modes de communication et d'action. Par exemple, à l'occasion de l'apprentissage de la structuration du message d'alerte. Les pompiers, les militaires et plus généralement les métiers du secours sont habitués à cela, ce qui leur permet de garder leur calme face parfois à l'apocalypse. Nous avons fait le message d'alerte du pompier qui est le premier pendant l'incendie de la raffinerie de la Med près de Marseille en 2013. Ce qui frappe, c'est le calme de cet officier seul ou presque devant des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Plus tard, il confiera que c'est la récitation de procédures d'alerte devenue quasi automatique qui l'a empêché de céder à la panique et lui a permis de mobiliser son intelligence pour d'autres tâches. L'intégration de ces procédures quasi réflexes, associées à des actions comme les procédures d'alerte, est un moyen de rassurer certaines de ces personnes initialement fragiles ou qui révéleraient des fragilités durant la crise. La volonté de mise en place d'un plan de rétablissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSBC implique que soient prévus, y compris après des entraînements, des retours d'expérience ou rétex. Ces moments privilégiés permettent aux personnes impliquées d'exprimer leurs ressentis, d'éviter qu'elles intériorisent des angoisses extérieures, de mesurer que les peurs, fébrilité et tout ce qu'elles pourraient se reprocher ont été largement partagés par d'autres membres du groupe. J'ai personnellement vécu cela à la suite d'un naufrage en zone subpolaire antarctique. On a du mal à imaginer ce comportement réel d'une personne, beaucoup plus qu'une personne faible à un moment se révélera peut-être forte à un autre. J'ai pu personnellement mesurer l'impact positif de la cellule d'écoute improvisée par les médecins du bord sur l'ensemble des passagers et personnels d'équipage pour que chacun raconte son naufrage.
Le plan de rétablissement vise donc à éviter à nos collègues d'avoir à gérer plusieurs années après des reproches qu'elles pourraient se faire ou faire aux autres. Parce qu'à défaut, ces reproches pourraient être enfouis dans leur psychisme et ressortir à la faveur d'un accident, même des années plus tard, et même sans lien avec le sinistre de leur lieu patrimonial. Poser la question de comment elles ont vécu ce sinistre à leur niveau et comment, selon elles, les choses pourraient être améliorées est un moyen de libérer leurs paroles. Il faut s'attendre à ce que certaines personnes refusent de s'exprimer dans la Certaines pourront même s'inventer un rôle ou avoir oublié tout ou partie des faits. Peu importe à ce stade. Nous l'avons vérifié parmi ces collègues aux actions pourtant exemplaires de la campagne Alex, elles se taisent encore aujourd'hui parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas à se plaindre par comparaison avec d'autres plus malheureuses qu'elles. Le plan de rétablissement doit cependant leur offrir régulièrement la possibilité de s'exprimer au sujet du sinistre qu'elles ont subi. À Draguignan, chaque épisode de pluie un peu fort réveille des souvenirs dans la population et il a fallu plus de 20 ans après le médecin qui les suivait pour que les pompiers de Vaison-la-Romaine cessent d'évoquer au moins une fois par jour les inondations de 1992. Pour finir, et prolonger à la fois cette journée et mon intervention, je vous invite à voir le film Revoir Paris d'Alice Vinocourt, qui met en scène des personnages joués par Virginie Fira et Benoît Magimel, revenant sur les livres de l'attentat qu'ils ont subi. Ils montrent diverses facettes de la résilience post-traumatique et justifient qu'en plus du nécessaire dialogue avec les professionnels du secours, de la logistique et de la conservation que nous avons dans le cadre des PSBC, il faut prévoir d'associer des experts du comportement, de l'émotion et de la santé mentale. Je vous remercie pour votre attention.